fait, l'écologie pose d'une certaine façon un défi esthétique, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau. Dans l'histoire de l'art, chaque mouvement a été défini par des codes formels. On reconnaît immédiatement un objet, une architecture ou même un vêtement à un mouvement artistique parce qu'il utilise les codes qui le représentent, comme l'architecture baroque, le classique, etc. Alors que en ce qui concerne l'écologie, ce qui va définir l'appartenance d'un projet artistique à ce mouvement, c'est pas un langage formel, ça va être ses caractéristiques matérielles, physiques et la façon dont il a été conçu. Ce qui est à double tranchant parce qu'à la fois, on va pas le reconnaître grâce à des éléments formels, et c'est pour ça qu'on a tendance à vouloir imaginer un modèle un peu caricatural de l'écologie parce que ça rassure, c'est plus facile de l'identifier. Et d'autre part, ça signifie au contraire qu'on a une liberté créative immense, parce que n'importe quelle forme peut être utilisée. Ce qui définit sa condition écologique et responsable n'est pas lié à la créativité, au contraire. Alors absolument d'accord sur le fait que ce soit lié et liable. Évidemment, on n'a pas de planète B, il est urgent de protéger et notre planète et l'humain. Et effectivement, c'est une lame de fond en fait, cette protection et cette responsabilité qui n'atteint pas du tout en effet la créativité et le style, bien au contraire. Simplement, effectivement, c'est de la transmission, c'est apporter des solutions. Et ça passe effectivement par différents engagements, qui soient sociaux, sociétaux ou environnementaux. Et en fait, certaines personnes sont déjà éduquées, donc à nous de les aider à aller davantage dans cette démarche, et d'autres peut-être pas encore, mais à nous de les accompagner sans qu'ils s'en rendent compte, en proposant des produits déjà désirables et ensuite durables ou engagés. Peut-être qu'en fait la question du beau est aussi essentielle que les autres, parce que finalement, de prime abord, on se dit toujours que la question esthétique elle est superficielle, que c'est du surplus. Sauf que à bien y réfléchir, on a le sentiment que d'une part, c'est une façon d'amener les gens vers ce changement, et que c'est quand même beaucoup plus facile de convaincre quand c'est agréable et quand c'est beau. Et d'autre part aussi, finalement, quand on y réfléchit bien, ce qui détermine notre impact sur l'environnement, ça va être ce qu'on trouve beau et nos représentations. C'est-à-dire qu'on voit bien que la solution, elle va pas venir du politique. Les COP se succèdent et les accords n'arrivent pas. Elle vient pas non plus de la seule innovation technologique, parce qu'on a le sentiment que ça va nous servir d'excuse pour ne pas changer. On a besoin des deux, bien évidemment, mais ça ne suffira pas. Alors que ce qui détermine notre impact sur l'environnement, c'est nos comportements quotidiens en tant que salariés, en tant qu'individus, en tant que dans nos familles, etc. Et ces comportements, ils sont déterminés par nos représentations. Qu'est-ce qu'on considère comme donnant envie? Quel mode de vie? Quelle décoration? Quel comportement? Quel voyage? Et tout ça, ça passe par des représentations. Et c'est là-dessus qu'on peut travailler, même si c'est beaucoup plus ténu, plus complexe à faire, parce que ça passe par un sens esthétique, justement. Mais l'intérêt, c'est que du coup, c'est accessible à tous, parce que tout le monde y participe, que ce soit les créateurs ou les consommateurs, dans leur choix et leur dialogue qu'ils développent. Oui, parce que c'est pas binaire. En fait, on n'est pas soit dans le joli, le beau, le style, soit dans l'engagement un peu boring ou avec des dictates. On doit être dans la responsabilité, quel que soit le style. Et nous, on s'attelle vraiment à ça, c'est proposer des produits engagés qu'on aime. Le vintage, le contempo, l'industriel, le bohème ou que sais-je, c'est qu'on n'a pas besoin de changer son style ou de se restreindre ou d'être frustré pour être engagé. Au contraire, on peut être engagé en s'exprimant de la manière que l'on veut, que ce soit dans son look ou dans sa décoration. Ça implique aussi d'être ouvert à tous les artisanats et à tous les savoir-faire à préserver et à démontrer. Donc là aussi, c'est une vraie question qui était souvent posée par les entreprises de savoir est-ce que c'est une démarche responsable si j'ai plusieurs chaînes d'approvisionnement et que j'ai plusieurs types de fabricants. Là, ce qu'on est capable d'expliquer, c'est qu'en fait, oui, puisque ça participe à la fois de cette ouverture, de cette préservation et d'une démarche de responsabilité. C'est pour ça que nous, on parle de responsabilité joyeuse, parce que ce soit des produits très tendances ou des produits très iconiques, on pousse tous ces produits à être plus durables, et effectivement on y arrive, que ce soit le petit vase du moment Parme ou beurre, ou le produit iconique, la table en bois recyclée qui va traverser des époques, voire des générations. C'est vraiment encore une fois une lame de fond, et c'est hyper excitant au contraire de rendre le monde plus joyeux et toujours plus responsable. À chaque fois qu'une société a demandé
à tout le monde de changer sa façon de vivre, elle lui proposait un imaginaire qui donnait envie. Parce que si on ne sait pas pourquoi on veut changer et comment ça va mieux se passer après, on n'aura pas envie de le faire. La révolution industrielle, on a quand même vendu aux gens un projet où ils quittaient leur campagne et une certaine autonomie alimentaire, un certain cadre de vie bucolique, même si on le fantasme un peu, pour aller travailler dans des usines, dans des conditions beaucoup plus difficiles, avec la promesse de l'accès à l'éducation pour leurs enfants, l'accès aux soins et aux biens de consommation, etc. Donc ils ont consenti un sacrifice en échange d'un imaginaire. La révolution communiste, c'était la même chose, c'était ce qu'on appelait le lendemain qui chante. Mais en fait, sur l'écologie, on a développé un gros imaginaire de la collapsologie, de comment ça va mal se passer. Par contre, l'imaginaire de le monde post-transition écologique, c'est quoi la vie quotidienne, comment ça se passe bien, celui-là, il a encore été assez peu exploré par les artistes ou par l'imaginaire. Et en fait, j'ai le sentiment que ça passe beaucoup, et les représentations montraient toujours la vie domestique. C'est-à-dire quand on imagine ce lendemain qui donne envie de bouger, c'est parce qu'on montre la vie de tous les jours dans le cadre intime et domestique où ça va bien se passer. Du coup, je me dis que cet imaginaire, vous pouvez participer à le construire. C'est évident que tout est important vraiment dans toute la chaîne, mais pas uniquement, même les designers. En fait, nous, chez Maison du Monde, la RSE est aussi vraiment une lame de fond, c'est-à-dire qu'elle est réfléchie dans tous les métiers. Auparavant, on avait une direction RSE qui se battait un peu seule. Aujourd'hui, c'est vraiment dans toutes les directions, donc la création, mais aussi le merchandising, les achats, évidemment la qualité, mais aussi le retail, les RH. C'est vraiment une globalité. En fait, c'est une manière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une philosophie de vie, une volonté d'avancer ensemble. Et donc, ça vient bien sûr du produit, sourcing, éco-conception, comment aussi je vais traduire ma matière recyclée ou mon savoir-faire, que ce soit au Vietnam ou à Bormes-les-Mimosas. Mais en fait, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on arrive à avancer ensemble avec une volonté commune, un objectif commun. Et c'est grâce justement à toute cette chaîne qu'on arrive à être beaucoup plus engagé et plus durable. Ce qu'on observe dans l'art contemporain en particulier, par exemple, c'est que la création, sur la question de l'éco-conception, tant que c'est des propositions ou des recommandations sur des choix de matériaux, sur des choix de type d'approvisionnement, etc., qui vont pas impacter la liberté créative ou la création, c'est presque un non-sujet. Par contre, là où on voit des frictions chez certains artistes, par exemple, c'est dès lors que ça va toucher le rendu final et qu'ils auront le sentiment qu'on va induire des règles de création qui sont nouvelles, avec toujours cette impression, cette peur de censure. J'ai le sentiment que ce point est en train de se déverrouiller parce qu'on comprend bien que ça fait partie aussi des critères de création et qu'on se donne une contrainte à partir de laquelle la liberté créative elle-même reste. Et tout à l'heure, on parlait du style et du fait qu'au contraire, la démarche écologique offre plus de liberté créative que par le passé, on pouvait en rencontrer. Mais cette difficulté, est-ce qu'elle a émergé, elle a été évoquée par des designers qui vous avez pu travailler ou les créatifs Honnêtement, que ce soit en interne ou avec tous les créateurs avec qui on travaille de près ou de loin, je n'ai jamais eu une vision de contrainte de ces personnes. En fait, c'est vraiment plutôt des challenges, mais effectivement, c'est ce qu'on précisait, il faut toujours que ça reste d'abord désirable. Consommer, c'est vivre. Après, il faut consommer intelligemment. Donc, c'est réfléchir avant d'acheter, à qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, effectivement, c'est pas accumuler pour accumuler, mais si ça a un sens d'accumuler, mais que derrière on va pouvoir jouer ou parce qu'on a choisi ça, on pourra encore une fois le transmettre ou le jouer différemment. Il n'y a pas de culpabilité à avoir dans le sens où il y a une réflexion. Faisons avec ce qu'il y a sur notre planète. Soyons créatifs et soyons intelligents déjà avec ce qu'il y a et ensuite à comment ça pourrait être demain. Cette contradiction qu'on peut observer entre vouloir avoir une démarche responsable et en même temps être une marque de consommation et cette espèce de dichotomie qui est perçue par le grand public, en réalité, personnellement, je suis pas d'accord. Pour une raison simple, c'est que la question écologique, c'est une éthique de la responsabilité. Ce qui compte, c'est l'impact de nos actes. Pas la raison pour laquelle on les fait. À l'inverse, l'autre côté serait l'éthique de la conviction, où ce qui compte, c'est la conviction qu'on va défendre, indépendamment des conséquences que ça va avoir.
Or, quand on parle d'écologie, c'est un impact concret, réel dans le monde physique et matériel, et du coup, la démarche de responsabilité semble quand même plus performante. Et quand on se pose la question de consommer ou pas, tout comme on peut se poser la question de prendre l'avion ou pas, le vrai sujet, c'est quoi qu'on fasse, on a un impact. Quelle que soit notre action dans l'existence, on a un impact. Mais ce qui compte, c'est de maîtriser cet impact et que, en fait, c'est exactement comme si on avait un capital écologique, tout comme on a un budget. Et on choisit de dépenser son argent de façon rationnelle, en priorisant ses choix, en se disant qu'est-ce qui est important pour moi, et je vais aller investir mon argent disponible dans ce sujet-là parce que c'est le sujet auquel j'ai envie de souscrire et dans lequel j'ai envie de m'engager. Donc souvent, quand on s'interroge sur le design et l'écologie, on entre par une classification des matériaux, une espèce de matériothèque en se disant bien, pas bien. Ça n'a aucun sens. En réalité, parce que ce qui va faire que c'est bien pas bien dépend du contexte, du volume, de quand et où, et de l'état des connaissances. Parce que des fois, il y a des choses où on pensait que c'était une très bonne option, finalement, on découvre au fil du temps que ça ne l'était pas, et tout le monde était de bonne foi. Donc en réalité, cette variabilité permanente du fait que ce soit efficace écologiquement ou pas, ce qu'elle incite à dire, c'est que ce qui serait efficace, c'est que chaque objet soit singulier. Parce qu'en réalité, ce qui crée l'effet négatif, c'est l'effet d'échelle. Si je surexploite une matière première parce que je fais toute ma série dans ce bois-là, et ben ça pose un problème écologique, alors que si ma série a une centaine de bois différents d'origine, l'impact est absorbable par l'écosystème. C'est ultra important, effectivement, encore une fois, d'être désirable, mais de respecter les matières aux bons endroits et de respecter aussi la globalité, comme vous le précisez. Nous, on produit loin. On a, par exemple, une usine au Vietnam, mais avec des personnes extrêmement professionnelles et avec aussi beaucoup de savoir-faire, notamment pour les bois sculptés. Et donc, correctement payé. Donc il y a la matière certes, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour de la matière. Est-ce que je préserve un savoir-faire? Est-ce que les personnes sont dans leur dignité? Et puis est-ce que je préfère envoyer un container avec énormément de produits dessus ou des petits camions dans tous les sens toute la journée? Enfin, c'est une réflexion globale encore une fois. Donc effectivement, entièrement d'accord. Chez Maisons du Monde, c'est vrai qu'on réfléchit la responsabilité différemment. Donc par rapport au sourcing, au savoir-faire, comme on l'a évoqué, à différentes choses, mais aussi à la multifonction d'un produit ou aussi des produits agiles et modulables, ce qu'on appelle agiles et modulables. Je vais prendre l'exemple du kit parce que c'est facile. Quand j'ai un petit lit à barreaux de bébé, comment je fais pour ne pas m'en séparer au bout de 9 mois, mais comment je vais le transformer en lit d'enfant et en lit d'ado? Ou la table à langer, comment elle peut se transformer en étagère? Donc, non seulement on réfléchit à des produits qui peuvent se balader de pièce en pièce, où je réfléchis à un produit en fait qui peut être évolutif, une table par exemple qui est devenue quand même, surtout dernièrement, la pièce majeure, la table sur laquelle je travaille, où j'accueille mes amis pour un apéro, je fais des ateliers avec les enfants, etc., etc. Donc cette table, est-ce que j'en ai besoin pour 2, pour 6, pour 8? Comment je vais réfléchir à ce qu'elle soit agile et modulable? L'indoor outdoor aussi qui a été une grosse tendance, comment je peux avoir un même intérieur en extérieur? Donc nous on travaille sur tout ça, du mobilier qui peut être aussi joli dans mon jardin ou sur mon balcon que dans mon intérieur avec toute la vague des fibres naturelles, de l'osier, etc. Mais pas que. Donc nous on réfléchit à tout ça pour qu'il y ait une modularité dans l'espace de vie qui nous exprime, encore une fois, sans diktat de style, ou dans une évolution de comment je vais jouer demain mon produit pour qu'il s'adapte à mon moment de vie.